Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, podcast thérapie. Donc je te préviens tout de suite, si t'as pas envie de m'entendre raconter ma life, si t'as pas envie de connaître mon parcours, si t'as envie de plus d'infos thérapeutiques ou entrepreneuriales, franchement, tu peux passer ton chemin parce que là c'est mon podcast pour moi. Si ça peut vous apporter des trucs pour vous, c'est top. Mais ça fait aussi partie de mon chemin parce que c'est un podcast que j'aurais dû faire exactement il y a plus de 2 ans et demi. Ça aurait dû être le premier épisode. Ou le deuxième, après la présentation du podcast, ça aurait dû être le deuxième épisode de ce podcast. J'ai mis un peu de temps à le faire, j'avoue. En effet, le podcast sera pas monté, donc il va y avoir des je vais hésiter, je vais enlever les gros blancs quand même, je pense, et puis les moments où j'engueulerai mes animaux parce qu'ils sont en train de me harceler ou qu'on entend miaou. Mais ce podcast, il est pour moi, parce que ce week-end j'étais à Paris et j'écrivais sur justement un peu mon parcours, machin et tout. Et je me disais, c'est fou, j'ai réussi à faire en sorte qu'on connaisse pas trop mon parcours, donc je dissémine à des endroits de podcast, dans certains épisodes, je dissémine des anecdotes, enfin, jamais des trucs très positifs, j'avoue. Des anecdotes, des trucs sur mes psys, sur mes machins et tout, mais au final, on connaît pas trop mon parcours, et c'est rigolo parce que du coup, je me suis repris ça dans le pif. Aujourd'hui, sur les réseaux, évidemment, il y a que ça où tu te prends des trucs dans le pif, ou presque. Et je me suis dit, tiens, c'est fou, parce que dans ce cheminement-là où je me dis, tiens, ça fait maintenant 2 ans et demi depuis le podcast qui a commencé, en fait, que je me planque sur les réseaux. Enfin, je me planquais déjà avant, vous allez voir, mais je fais là une demi-planque. C'est-à-dire que oui, je parle plus, mais quand même, je fais beaucoup d'interviews, voilà. Et je pense que ce sera vraiment mon challenge 2024 de m'affirmer plus. Mais on y reviendra aussi. Et je pense que ce que tu pourras trouver en fait dans cet épisode, au final, ce sera peut-être un espèce de, je sais pas, de philosophie sur la critique. Philosophie très vite résumée par quoi que tu fasses, on va t'en mettre plein la gueule. Super philosophie. On sent que j'ai réfléchi le concept et que vraiment personne ne m'a inspiré. Donc, ce podcast, en fait, en gros, je vais t'expliquer qui je suis au niveau business. Alors, il y aura un peu de perso. J'ai encore besoin d'un peu de temps pour le perso. En fait, comment j'ai développé ma boîte, ce que j'ai fait, ce que j'aime faire, où j'en suis. Je vais essayer de pas être trop brouillon dans tous les sens. Et clairement, je pense que c'est déjà foutu, même si j'ai mis des grands points sur une feuille. Parce qu'il y a une idée qui va m'en apporter une autre, qui va m'en apporter une autre, exactement comme je suis en train de faire là. Donc, mes excuses d'avance. C'est le podcast brouillon, c'est le podcast qui... En premier lieu, il est pour moi, pour le coup, celui-là. Tous les autres sont pour vous, mais lui, il est pour moi. Et bah écoute, c'est parti pour te raconter un peu ma vie entrepreneuriale, ou soloprenariale. Donc moi, en fait, je suis d'une famille de parents divorcés. Et pourquoi je te dis ça ? Parce que ça n'a aucun intérêt là tout de suite dans le podcast. Mais moi, ma mère, elle a fait maître prat de PNL. Donc maître praticienne en PNL. Elle s'est formée quand peut-être j'avais, je sais pas, c'était avant qu'il divorce, donc avant que j'avais 16 ans. Ou peut-être, je sais pas, peut-être entre mes 12 et 16 ans. Faudrait que je revoie avec elle les dates exactes, je les ai pas. Mais en tout cas, elle s'est formée à ça, donc j'ai entendu beaucoup parler de ça. J'ai fait un peu cobaye parfois, pour qu'elle s'entraîne. On est toujours les meilleurs cobayes, les familles, hein, on sait. C'était ironique. Et c'est ce qui, je pense, en tout cas, m'a mis en partie le pied à l'étrier. C'est même à peu près sûr, finalement. Parce que sans ça, j'aurais peut-être pas connu la PNL tout, mais il y a autre chose. Donc, mes parents ont divorcé quand j'avais 16 ans. Et de 16 à 20 ans, j'ai été quelqu'un de plutôt, bien allumé. J'étais beaucoup sur des mises en danger avec l'alcool, avec plein de choses. Je me mutilais, enfin, j'avais des soucis en termes de gestion de la colère, dirons-nous, des émotions en général. Et ce sera important pour la suite, pour le coup, parce que la PNL, moi, quand j'ai commencé à me former quand j'avais 20 ans, m'a beaucoup aidé là-dessus. Pas à régler le problème de base, mais en tout cas à enfermer en grosse partie les émotions, et j'ai pu quand même avoir une vie un peu plus stable. Bon, il m'a fallu encore 4-5 ans de plus pour vraiment stabiliser les choses, mais voilà, j'ai pris 10 ans là, 4-5 ans où j'étais vraiment pas bien, et après ça allait mieux, mais encore de bons soucis, mais bon, voilà. Donc la PNL pour moi c'est quand même quelque chose que j'ai rencontré qui m'a beaucoup aidé à ce moment-là, et donc je garde une affinité particulière pour la PNL. Je sais qu'il y a plein de trucs de merde dedans, mais j'ai un petit truc pour la PNL, en plus ça vient de ma mère, il y a un truc quoi, petit syndrome d'Oedipe pour les meufs quoi. Donc ça c'est un peu le contexte de base. À 18 ans, j'ai pas mal galéré à trouver ce que je voulais faire. En fait, je savais que je voulais faire psycho, mais moi j'étais de Saint-Étienne, fallait aller à Lyon, il y avait 2 heures trajet aller, 2 heures trajet retour, flemme, pas vraiment les moyens de prendre un appart, enfin voilà, j'ai esquivé le truc pendant 2 ans. Donc la première année j'ai fait médecine, j'ai tenu à peu près 3 mois.
Ensuite, j'ai abandonné complètement, hein, parce que quand on fait médecine pour ressembler à Dr House, ça part mal. Déjà, ça part pas super bien, donc j'ai bossé au McDo pour payer mon 3e permis, vu que j'en avais loupé 2 déjà. Ensuite, j'ai bossé. En fait, j'ai bossé le reste de l'année, fait des petits boulots à droite à gauche. C'est des boulots que j'ai gardés. J'ai bossé très longtemps dans une boîte qui s'appelle Casa. Fait de la décoration, et j'ai bossé pendant peut-être 5-6 ans en même temps que mes études à mi-temps là-bas. Bref. Passons. Donc, à 20 ans, je me décide enfin, après avoir fait semi-médecine. Puis, l'année d'après, j'ai commencé l'IUT GACO, gestion administrative et commerciale. Au bout de 3 jours, je me suis dit, bon, c'est pas la peine. Je suis tout de suite partie en bio, donc 1 an de bio. Ça, pareil, je sais pas ce que je foutais là-bas. Et j'ai fini par me décider à partir en psycho. Donc, j'avais 20 ans, et donc c'était il y a 13 ans. En même temps que psycho, exactement la même année, je commence la formation de Tech PNL, et ça aura son importance parce que mêler la PNL et la psycho version psychanalyse, puisque j'étais à Lyon 2, donc c'était très 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 orienté psychanalytique, en tout cas il y a 13 ans, c'était pas simple, notamment quand on a 20 ans. Peut-être que maintenant ce serait plus simple pour moi, parce qu'il y a des concepts peut-être qui peuvent être intéressants, notamment je pense transfert contre transfert, qui sont vraiment intéressants dans la psychanalyse, la psychothérapie en général, qui pourraient être intéressants dans le coaching, l'hypnose, etc. Mais à ce moment-là, 20 ans, quand t'es déjà bien allumé, que moi à 20 ans, mon beau-père est décédé d'un cancer des poumons très très vite, le mec de ma mère, donc ça a été un énorme choc. Donc il y a beaucoup de choses qui je me suis mis en couple aussi pour la première fois, j'ai déménagé de chez mes parents, enfin il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées à 20 ans qui ont mis un peu le bordel, et heureusement qu'il y avait la PNL pour apprendre à me connaître, à connaître les émotions, pour changer un peu de vision des choses, quoi. J'étais quelqu'un de très jaloux, enfin... J'étais bien, j'étais dans la dépendance affective pour le coup, et la vraie, celle où tu fliques l'autre, où tu flippes, où t'es puante, enfin bon, j'étais bien. J'étais bien en forme, mais je voulais trouver des solutions, je voulais sortir de ça, et je supportais pas d'être comme ça. Donc, je commence mes études de psycho. J'avoue que la licence, je suis fait profondément chier. Alors, en plus, vraiment, j'ai beaucoup de temps de trajet, plus le boulot à côté. Je me suis jamais fait de potes, vraiment, de gens que j'ai gardés de la fac, parce qu'en fait, j'allais pas boire des coups après, puisqu'il fallait que je rentre, j'avais encore 2 heures de route. Ça a été des années solitaires, chiantes, parce que je trouvais pas du tout mon compte dans la psychanalyse. Je crois que un des seuls livres que j'ai vraiment lu en entier, alors j'ai lu ceux de Freud, machin, mais à moitié, ça me saoulait. En plus, on avait nos profs qui nous filaient leurs propres livres à lire. Les livres que j'ai vraiment lus, c'est ceux de bio et de développement, le psycho du développement, et le livre noir de la psychanalyse. Donc vraiment, j'étais dans un mindset, j'étais bien pour pas du tout gérer mes études correctement. Ce que j'aurais dû faire, c'est partir dans une autre fac. Clairement, à ce moment-là, j'étais incapable de bouger de Saint-Thé, où j'avais un peu quand même ma sécurité, en fait, tous mes potes, ma famille. J'étais incapable de bouger. J'aurais dû partir sur une fac TCC ou n'importe quoi, en fait, d'autres comme fac, mais j'ai pas fait ça. J'ai pas fait ce choix-là, et je crois que j'y ai même pas réfléchi. Mais je me disais, écoute, les années de licence, elles sont chiantes, la master, ce sera trop bien, il va y avoir le stage, il y a les cours d'entretien clinique qui commencent, il y a tout ce qui est sur les maladies, les machins, les trucs, ça va être trop cool. Donc j'aime ma licence, comment, je sais pas, parce que j'avais pas la moitié des cours, je bossais à la place. Je crois que j'ai eu ma licence grâce au stat, cours où je me suis pas allée de l'année, je me suis plantée de cours toute l'année en fait, et arrivé la veille du partiel, je demande les cours à quelqu'un, enfin on avait un groupe de révision machin, et il parle d'un sujet, je dis mais c'est quoi ça, j'ai jamais vu ça moi. Et là je me rends compte que j'ai pas du tout vu le même cours qu'eux. Je me suis dit mais attends, mais fallait vraiment être à la ramasse quand même pour pas se rendre compte que tu te plantes de cours toute l'année, enfin le semestre en tout cas. Bon, nickel, j'ai quand même grâce au stats parce que je sortais de S, donc les stats de psycho étaient pas très compliqués pour le coup. Donc j'ai eu 18, donc clairement ma licence que j'ai eu à 10 et quelques, autant te dire que c'est grâce aux stats. C'est pas glorieux, mais c'est comme ça. Et puis en plus la vraie sélection à cette époque-là, donc il y a moins de 13 ans, du coup il y a 10 ans, se faisait en Master 1. Donc à la fin du Master 1, là les notes comptaient vraiment beaucoup, et pour passer en Master 2 en fait. Ce qui n'est plus le cas actuellement. Maintenant, ce qui est plus logique d'ailleurs, hein, parce qu'on voyait des gens qui avaient repiqué leur M1 4-5 fois pour avoir des notes assez bonnes pour pouvoir rentrer en M2 parce qu'il y avait très peu de place. Et maintenant, la section se fait en licence, ce qui m'a un peu fait chier parce que je voulais finir cette année mes études, mais bon, ce sera pas possible, visiblement, en tout cas pas en France. Bref, aparté. J'arrive en Master 1, j'étais très très contente d'arriver enfin en Master 1. Ce qui avait été très cool en licence 3, c'était qu'il y avait eu un stage, et que moi, mon parrain est psycho, donc psycho en médecine générale, et j'avais fait un stage avec lui, et c'était hyper intéressant. Les séances étaient vraiment hyper intéressantes. J'avais trouvé ça génial, je me suis dit ouais, c'est cool.
À savoir que moi, je faisais psycho, c'était pas dans l'optique de devenir psychologue, je savais que je voulais être coach, la PNL m'avait bien... Je suis arrivée en Master 1, en fait j'étais en même temps en Maître Prat PNL, et je savais que je voulais être coach, quoi. Je voulais être coach, mais je me disais, le jour où ce sera encadré, coach, ce serait quand même bien que tu aies un diplôme de psycho, au cas où un jour, bah voilà, tu l'es dans le baba et qu'on t'interdise de pratiquer, quoi. Donc j'avais pas une motivation non plus incroyable à faire psycho, même si tout ce qui était sur l'humain, etc. m'intéressait, mais c'est pas vraiment ce qu'on apprenait non plus en psychanalyse, quoi. On n'était pas en train d'étudier le changement dans tous les sens, ou voilà, les cours qui étaient intéressants, c'était psychosocial, psycho du développement, psychobio à un moment, mais c'était pas fou, quoi, ça cassait pas des barres, les cours. En tout cas, pour moi, à l'époque, je m'ennuyais énormément. Donc j'arrive en Master 1, je trouve un stage, alors je galère, parce que je me disais, je veux pas utiliser mon réseau, donc mon parrain, pour trouver un stage, et j'envoie des candidatures tout l'été de stage dans tous les sens. Je m'y étais prise, je pense, un peu tard, il leur fallait que je me prenne 6 mois encore avant, donc 1 an avant le stage, il fallait s'y prendre. Moi, comme d'habitude, comme tout, au dernier moment, je me dis, tiens, il faut peut-être mon stage pour cette année. Et je cherchais vraiment, pour le coup, un stage en clinique. Je voulais un stage en clinique, quoi, j'étais chiante avec ça. Donc, j'envoie des candidatures de partout, je me fais refuser partout, je finis par utiliser mon réseau, demander à mon parrain s'il a pas un collègue psycho dans son hôpital qui pourrait me prendre. Je suis prise par un collègue psycho en psychiatrie. Hyper intéressant le stage, vraiment passionnant, j'étais 2 jours par semaine. C'était vraiment hyper intéressant pour le coup, parce que on a fait, moi je pouvais assister à certains entretiens. J'étais aussi beaucoup avec l'équipe d'infirmiers, j'ai rencontré un psychiatre qui était hypno d'ailleurs, qui utilisait pas trop l'hypnose si je me souviens bien, c'était il y a un moment, je me souviens plus trop, mais il me semblait qu'il m'avait dit que c'était pas très bien vu pour le coup d'utiliser l'hypnose en psychiatrie là. Et puis le psycho, il m'avait fait faire aussi des médiations du type lecture, dessin. J'allais dans les salles avec les patients des fois faire des jeux, discuter et tout. Enfin, c'était vraiment un stage hyper intéressant. Je me dis, en fait, psycho, c'est cool, quoi. Ce qui se passe, donc, c'est que, en tout cas, dans mon souvenir, et pour le coup, je pense que le souvenir est pas totalement juste, mais de ce que je me souviens, moi, c'est que finalement, à la fin de ce stage, on a une discussion avec le psycho, où on rencontre un mec, moi, il me semble que c'était lui, je sais plus, quelqu'un qui s'était mis des coups de marteau sur le crâne, donc avec le crâne un peu bosselé, défoncé, des épingles, enfin c'était un peu... Bon. On rencontre ce mec qui parle pendant la séance de comment il en est arrivé là, etc. Je ne me rappelle plus du tout le contenu, par contre je me souviens qu'à la fin, je demande au psycho, ok, là, j'ai bien compris comment il en est arrivé là, enfin en tout cas on a une bonne base, mais qu'est-ce qu'on fait après, comment vous l'aider, comment machin, et là le psycho me répond, c'est vrai qu'on a plein de moyens de comprendre comment on en est arrivé là, mais qu'on est moins sûr on sait moins faire sur comment les aider à dépasser ça et tout. Et moi, là, ça m'a fait une espèce de, pas d'électrochoc, mais de déclic, de me dire, putain, mais, en fait, ça allait tellement à l'encontre de la PNL qui te sortait, tu sais, la PNL, ça te sort une technique pour tout. Tu pleures, ancrage, safe place, machin, enfin, tu vois, il y avait toujours un truc à faire, quoi. Et on est vraiment dans le changement, limite trop, limite immédiat, enfin, il y a plein de trucs, c'est bien dans la PNL qui déconne. C'était tellement antinomique, les deux ensemble, là. Le psycho qui te dit, nous, on sait plus trop comment les aider, et qui, en fait, pour le coup, de mon point de vue de maintenant, 10 ans plus tard, on me dit, mais ouais, en fait, le mec était hyper réaliste, quoi. Et moi qui étais à fond PNL avec tous les biais, le Dunning-Kruger, je vivais Dunning-Kruger, quoi, je pouvais aider tout le monde, j'étais Dunning-Kruger. Nickel. À ce moment-là, je repique la Master 1, parce que je décide de pas aller au partiel, parce que j'avais pas étudié tout simplement, donc je me dis plutôt d'avoir des notes de merde. Je le fais en 2 ans, j'ai fait le stage là, donc j'ai plus qu'à faire le mémoire et les partiels. Nickel. Ça se serait bien passé si, au bout de la 2e ou 3e semaine, enfin vraiment très rapidement, quand je retourne à la fac, qui est une fac qui monte en plus à Bron, enfin, c'est moche, c'est loin, bon bref, j'arrive à cette fac et j'ai un souvenir je gare la voiture, je suis sur le parking, je regarde la fac de loin, je me dis plus jamais je fous les pieds ici. Et plus jamais j'ai foutu les pieds là-bas. Je suis pas retournée du coup. Je me suis dit, tant pis, de toute façon j'étais pas assez motivée, j'aurais pas cravaché autant que les autres, clairement, j'avais pas cette capacité de travail s'il y a pas un truc qui m'intéresse de ouf, ou qui vraiment me passionne, bref, à cette époque j'y serais pas arrivée. Donc plutôt, je pense que de me confronter aussi à un échec, j'arrête. Et je vais à fond, déjà dans le boulot que j'avais à côté pour manger en fait, et puis le coaching. J'étais en formation de coaching en même temps, qui était une formation qui durait 1 an, qui était passionnante, où on avait du dev, c'était coaching en dev perso. Donc là, c'est le chat qui joue avec le sapin de Noël, évidemment.
Et on avait aussi de l'entreprise, coaching en entreprise, c'était vraiment hyper intéressant, on faisait un peu d'analyse transactionnelle, d'énéagramme, enfin, c'était passionnant. Formation de ouf en coaching, j'adore. Et voilà, je me suis pas plantée, c'est vraiment là que je vais aller. Pendant la formation de coaching, moi j'avais déjà commencé un peu les séances en PNL avant, mais bon, j'avais pas ouvert de boîte, quoi. Je faisais ça un peu de mon côté, tu vois. Et donc je faisais des séances un peu PNL, et puis je faisais des séances de coaching parce que pour le coup on n'avait pas le choix que d'en faire, parce qu'il fallait les enregistrer en vidéo et avoir des retours de nos superviseurs, etc. Donc des séances en coaching, et en coaching il fallait qu'on ait installé notre boîte, parce que on avait un RNCP et on nous demandait de faire un mémoire, machin, et dans le mémoire il y avait une partie installation de la boîte, plan, de business plan, etc. Donc moi j'avais fait le site internet, j'avais mis en place la boîte, c'était 2015, bon. Ouais c'est ça, 2015. Donc je m'installe en coaching, et donc je commence les séances, tout ça, et en même temps je vois une coach, parce que j'avais, pour le coup, là, j'ai des problèmes, on va dire, d'estime de moi, j'ai peur quand même pas en fait. C'est pour ça que j'ai du mal des fois à me positionner, à dire bah ça c'est de la merde, ou j'ai toujours peur d'oublier un truc, de me dire ah, t'as pas vu tous les côtés, bon bref, ça je pense qu'on l'aura bien capté à travers les podcasts. Et donc je vois une coach. Alors j'avais essayé de voir 2 psys avant, et les 2 psys m'avaient dit que j'avais fait une séance avec eux, et les 2 avaient pas voulu continuer avec moi, donc j'étais un peu démunie. Je me suis dit putain, je suis vraiment arrachée en fait, c'est pas possible. Alors qu'en fait au final c'était sûrement un problème du côté du psy. Et donc je vois une coach, et cette coach lui dit que je suis en formation de coaching, que je m'installe, et donc j'avais 25 ans. Elle me dit mais vous êtes beaucoup trop jeune pour être coach. Au bout de plusieurs séances, hein, on fait plusieurs séances, 80 balles la séance, sur l'estime de soi, confiance en soi, et elle me dit, mais de toute façon, vous pouvez pas être coach parce que vous êtes beaucoup trop jeune. Ça me fout un coup, moi, qui ai le regard de l'autre, a forcément plus raison que moi, enfin, c'est évident. Surtout les gens que j'estime bien meilleurs, donc la coach qui va te dire, bah, s'il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, moi j'étais là, oui. Donc elle me dit ça, je me prends ça dans le pif, et heureusement, j'ai un côté de moi qui est... Alors je prends cher en fait au début, je remets tout en question, et à un moment, ça fait tout le temps ça, à un moment la colère prend le dessus. Alors, je fais du 6 en énéagramme, donc je passe entre phobie contre phobie pour ceux qui ont la ref. Et à un moment, la colère prend le dessus, et merde en fait. Et là, je deviens taré. Je pourrais tout faire, plus rien n'est inaccessible. Donc ça, c'est heureusement que j'ai ce côté-là, parce que sinon j'arrêtais en fait le coaching, j'arrêtais tout en fait. Je me disais, bah elle a raison, c'est vrai, 25 ans, pour qui je me prends, et c'est pas faux, hein. Aller faire des séances à des gens qui ont entre 30, 35, 40, 45, 50, mais putain, mais ces gens ont tellement plus vu la vie que moi, et moi je vais faire quoi avec mes petits outils de PNL, de coaching, je vais rien faire en fait. Donc cette coach, au final, je lui écris pour lui dire, ou je l'appelle, je sais plus, je pense que je lui écris, me connaissant. Je l'écris pour lui dire que que j'arrête les séances avec elle, que ça m'a choqué, que je venais pour des problèmes de confiance en soi, d'estime de soi, et donc de prendre ça dans le pif, bah, ça me dérange. Et voilà, en fait, j'arrête avec elle. Elle me rappelle pour me dire, non, mais j'ai demandé à mes superviseurs, en fait, vous pouvez très bien. Merci. Je n'y suis pas. Bon, je crois qu'on a fait une séance de clôture, mais on a arrêté là, parce que bon, de toute façon, pour moi, la confiance était rompue, quoi. Voilà, c'était fini. C'est intéressant dans le fait que, je pense que j'y reviendrai, c'est que, à 25 ans déjà, si j'avais écouté la critique ou l'avis négatif de quelqu'un, j'aurais arrêté tout de suite. C'est-à-dire que ça faisait déjà plusieurs années que je faisais des petites séances, alors, à droite à gauche, hein, j'avais quelques suivis, mais c'était au black, donc voilà, j'étais pas installée, c'est pas de ça dont je vivais, voilà. Donc ça faisait un moment que je pratiquais, mais pour moi c'était pas professionnalisé, quoi. C'était de la pratique comme ça. Dans ma tête, je m'entraînais en fait encore. Donc ça faisait 5 ans que je m'entraînais à faire de la science, à faire de tout en fait, de tout, du questionnement, des protocoles PNL. Alors, j'étais retournée beaucoup en PNL, j'ai fait 5 fois le tech et 3 fois le prat. Donc j'avais bien intégré la PNL, on pouvait retourner en personne ressource, un petit peu comme à l'Arche quand tu peux retourner plusieurs fois, mais là on avait une posture un peu différente parce qu'on aidait un peu le formateur, donc on nous appelait ça personne ressource, c'était trop bien. Je continue, bon gré mal gré, je suis à 2 doigts de planter mon RNCP parce que j'étais terrorisée de faire des séances en vidéo. Donc je plante toutes les vidéos qu'il fallait rendre, alors le coach me laisse d'autres chances et me permet de refaire un autre suivi en vidéo et de le réanalyser, machin et tout. Je finis par avoir mon truc, et donc j'étais installée. Donc 2015, j'ai commencé à bosser, vraiment pour le coup professionnellement, à commencer à voir comment développer tout le bazar.
J'ai jamais été quelqu'un qui a des séances du genre 80 séances au mois, ou même 60, je crois que mon maximum c'est quarantaine, parce que plusieurs choses, ou j'ai pas réussi à développer comme ça, ou j'en avais pas besoin, parce que moi je vivais avec mon mec à l'époque, enfin voilà quoi, j'avais pas besoin de beaucoup d'argent, je m'en sortais très bien avec ça, et pas d'enfants, enfin, pas de crédit, tranquille quoi, tout va bien, jeune, nickel. Et donc donc il y a ça, j'ai jamais eu besoin de développer comme une malade, j'ai jamais eu envie, parce que moi je suis quelqu'un et ça j'ai très vite compris, et en plus on nous demandait de le comprendre assez vite dans la formation de coaching, je peux faire 4 séances maximum par jour pour être vraiment complètement aussi compétente à la première qu'à la dernière, c'est-à-dire autant à l'écoute, pas fatiguée et tout, j'ai une capacité d'attention de poisson rouge visiblement. Il y a des gens qui arrivent je vois François, hein, qui arrive à enchaîner 7 séances dans la journée, mais moi je suis incapable de faire ça. En tout cas dans ma façon de bosser en coaching, où en fait, on nous a appris à repérer les patterns, à voir comment les bouger, on est sur les trucs sur la durée et tout. Je pouvais pas bosser comme une malade tous les jours, toute la journée, quoi. C'était pas possible pour moi. Donc, je m'en sortais très bien avec ma quarantaine de séances, quelques ateliers de temps en temps, des gros plantages d'ateliers aussi. On avait essayé de développer des ateliers avec une masseuse, une pote masseuse, ça a jamais pris. Et on avait essayé de développer des ateliers aussi avec une photographe sur l'estime de soi, tout ça. Pareil, ça a jamais pris. Mais il y en a d'autres qui ont pris, pas beaucoup. C'était maximum 5-6 personnes dans l'atelier, mais ça suffisait finalement à faire une espèce de bouche à oreille. Et, importance du réseau, j'ai bossé beaucoup avec la mère d'une amie qui est ORL, et qui bossait, elle, spécifiquement sur les vertiges de Ménière. Vertiges de Ménière, alors des fois il y a des causes vraiment physiologiques pour le coup, des problèmes d'oreille interne, de cristaux, machin, patin, j'y connais pas grand chose dans la physiologie. Et elle m'envoyait tous les gens pour qui il y avait pas de, elle pouvait rien faire en fait. Il y avait pas d'explication physiologique, le corps pouvait rien dire. Alors des gens qui étaient passés de partout, hein, chez le kiné vestibulaire, chez ostéo, pour les yeux aussi au cas où, c'était les yeux, de la mâchoire, ils avaient tout fait. Et au final, ils arrivaient un peu là dans mon câble en me disant help me quoi. Donc ça m'a permis plutôt d'ailleurs de me spécialiser entre guillemets. Je l'ai jamais vraiment mis comme une spécialité, mais c'est les gens que je voyais le plus, c'était les vertiges de Ménière. Il y a des gens que je voyais pas du tout, mon cadre était assez clair là-dessus. Les enfants, j'ai jamais fait d'accompagnement d'enfants, hormis sur de la prépa mentale, et là donc vraiment très orienté coaching, et là c'était des ados que je voyais, il y avait des gyms, tennis, voilà. Donc les enfants dans mon cadre c'était pas, et le poids, j'en ai fait 2 ou 3 accompagnements, et j'ai très vite compris que c'était pas du tout pour moi, que mes propres problèmes de poids, j'avais pris beaucoup de poids suite au décès de mon beau-père, donc mes propres problèmes de poids étaient pas j'arrivais pas à faire le distinguo entre, j'étais nulle pour accompagner le poids, j'avais beau me faire superviser dans tous les sens, fallait absolument limiter à cet endroit-là quoi. Donc coaching normal avec mon cadre à moi. J'en suis où moi? Je me perds complètement. J'en suis que ah oui, voilà, donc j'ai fini la formation de coaching, j'ai mes quarantaines de séances par mois, ça a mis du temps à développer, hein. Les premiers mois, j'en avais 10, 20, mais avec cette ORL, c'est vrai que gros coup de chance pour le coup, elle m'envoyait du monde et c'était très très cool, et je pense que c'est quelque chose que j'aurais pu développer encore plus, mais ça m'a jamais intéressé de vraiment le coup du 60-70 séances par mois, ça m'a jamais fait triper quoi. Et je pense que j'arrive à l'analyser maintenant, des années après, parce que finalement, ce qui me fait triper, moi, c'est de développer le début d'un développement. C'est de la créativité du début, le développement d'apprendre des nouveaux trucs, comme là, on en reparlera, je pense, parce que je reparlerai du moment où on passe aux formations. Mais ça, j'adore, moi, ces moments de début où tu poses une idée et ça commence à marcher, et une fois que ça commence à marcher, c'est un peu chier, j'avoue. Ceci étant, 2015, je suis installée, 2016, je me forme en hypnose. Pour me former en hypnose, j'arrête ma boîte parce que j'avais l'ACRE, qui permettait à l'époque de pas payer pendant 3 ans l'URSSAF à taux complet. C'était énorme. C'est-à-dire que la première année, je crois que t'étais à 0, et puis les années après, ça augmentait genre 5%, 10% pour arriver au pourcentage de l'URSSAF normal, 24 et quelques. Et donc, je me dis, tant pis, ça, j'aurais profité qu'une année, mais j'enlève, je ferme ma boîte, je me remets à Pôle emploi, et comme ça, eux, ils payent la formation, donc ils payaient, c'était un praticien AppSynapse, un praticien sur 2 semaines, hyper rapide, comme ils font des fois, d'hypnose. Parce que je me suis dit, l'outil, alors non, c'est pas vrai, je me suis pas dit l'outil, j'ai une pote de coach qui m'a dit, viens, on va se former à AppSynapse, j'ai fait d'accord.
me fait rire, je m'invente des histoires. Je me suis dit l'outil, non. Ma pote, elle m'a dit, ah, l'hypnose, ce sera un super outil pour le coaching. J'ai regardé un peu, je fais, ok. Mais j'ai débarqué, quoi. Ah, ok, bah écoute, moi je trouvais que la PNL c'était trop cool, plein de trucs en coaching déjà, bah vas-y, on met un outil en plus. De toute façon, on se sent jamais assez compétente ni assez légitime, donc vas-y, moi chaud, hein, pour faire des formations. On se forme à Synapse, formation basique. Heureusement que j'avais la PNL avant parce que ça allait tellement vite que déjà tout ce qui était rapport, machin, patin, on pouvait sauter puisque c'était une formation hypnose ericksonienne, PNL, machin. Donc, on apprend en gros à faire des trans, d'autres protocoles qui ressemblent énormément au protocole de PNL en fait. Donc, pas de nouveauté sous le soleil à part l'induction, sortie de trans, phénomène hypnotique, là oui, nouveauté sous le soleil. Métaphore et tout. Et donc, je mêle l'hypnose en 2016, à partir de 2016, aux séances que je faisais. Donc, en fait, mon cadre a pas tellement bougé, c'est juste que c'est vraiment devenu un outil dedans. Donc, ma stratégie de coaching restait à peu près la même. Et dedans, quand il y avait besoin, et puis des fois aussi quand je savais plus trop quoi faire, j'avoue, avec les gens, à ce moment-là, j'étais là, bon bah on va partir en transe, ça m'est arrivé ça, c'est pas glorieux ce que je dis, ça, et les gens qui me saoulaient aussi. C'est-à-dire que j'analysais pas du tout, c'est après quand je l'analysais avec mon superviseur de l'époque, quand je l'analysais avec mon superviseur de l'époque, et je disais, il m'a saoulé de paroles, je décidais de faire l'hypnose, et là, du coup, c'était pas ouf comme façon d'utiliser l'hypnose. Mais c'était 2016. Et là, on arrive au moment où on pouvait déjà commencer à me critiquer sur le fait que j'étais trop jeune pour faire ce boulot. Parce qu'au final, c'est mon boulot de base, moi, c'est ça, hein, coach. Tout le reste, c'était des boulots étudiants à mi-temps. J'ai bossé dans une maison de retraite, j'ai bossé à Casa beaucoup, voilà, mais c'était des boulots étudiants. Mon boulot de base, c'est coach. J'ai toujours été coach. Et j'ai jamais eu envie, finalement, de faire un autre métier que ce métier-là. Donc, mais à l'époque, là, maintenant, c'est plus trop pareil. On peut avoir des hypnos très jeunes. Mais il y a 13 ans, du coup, c'était pas trop le mood, hein. Quand je me suis installée, j'avais fait un peu un état des lieux à Saint-Étienne. On était que 2 coachs, il y avait plus d'hypno, mais j'avais pas trop regardé vu que j'étais pas encore formée hypnose, on foutait. Mais il y avait que 2 coachs sur Saint-Étienne, donc ça allait, pareil aussi, ça a permis de se développer parce qu'il y avait pas beaucoup de gens à côté, et qu'en plus j'avais 2 parents, donc un de mes parents, mon père est infirmier libéral, donc il m'envoyait aussi des gens, des fois, après quand j'avais l'hypnose, sur les douleurs, les membres fantômes, des choses comme ça. Donc, 2016, une année encore à bosser, plein balle là-dessus, et là on arrive sur le meilleur moment. 2017, j'ai une occasion en or qui se présente. Ma belle-mère, la nana de mon père, se forme à Ressources Institut en hypnose. Elle est infirmière libérale aussi, et eux, ils visaient beaucoup les infirmiers libéraux pour l'hypnose, parce qu'ils passaient déjà par leur... c'est pas le FIFPL, leur OPCO, je sais plus quel OPCO ou cas. Et en fait, ils avaient donc 2 jours sur la douleur, et ensuite ils essayaient de les faire rentrer dans le praticien, en fait. Enfin, le praticien, c'était ça, ouais, c'était 20 jours. 20 jours de praticien, donc ils commençaient en fait en attaque sur la douleur, tu vois. Parce que les infirmiers libéraux, c'est vrai que c'est plutôt logique. Et ensuite, ils les faisaient rentrer pour ceux qui voulaient et qui pouvaient se les faire payer par FIFPL. Et ils avaient des bons gros... ils se faisaient bien payer par FIFPL, les infirmiers libéraux. C'est pas comme nous avec nos 900 balles de FIFPL par an, tu vois. 750 peut-être même maintenant. Elle me dit, ils cherchent des formateurs là-bas. Là, tu vois le truc. Ça fait, 1 an et demi que vraiment t'es installé. Certes, t'avais fait des séances avant, mais ça fait que 1 an et demi que t'as envie. Et toi, au bout d'1 an et demi, tu te dis, est-ce que je vais passer formatrice? Ah bah ouais. Ouais. Allez. Occasion. Je me dis, bah, tu sais quoi? Pourquoi pas? Ça permettrait de voir autre chose. Challenger de ouf, parce que moi qui étais plein flippé de plein de trucs, voilà. En plus de gagner de l'argent, et en plus de pas faire peser sur mes clients tous les besoins d'argent que j'avais. Puisque comme c'était que mon boulot, tu connais, hein, quand on a que la clientèle, tout pèse sur eux, en fait. S'ils viennent pas, c'est la panique, ça peut créer plein de choses dans les relations, qui font que, c'est des fois pas ouf. Ça, c'est la jolie explication. La moins jolie, c'est que, ça fait de la thune en plus, c'est cool, Et une qui était vraiment importante aussi pour moi, c'était apprendre des nouveaux trucs, challenge de ouf. J'ai toujours aimé les challenges, même si je suis quelqu'un qui flippe beaucoup. Les challenges, je sais pas, ça me fait vivre, quoi. Je trouve ça génial, et je suis un peu partisane de si t'as une opportunité, c'est bien de dire oui, et puis ensuite tu verras si vraiment tu restes dedans, mais c'est bien de dire oui au début. Donc j'ai dit oui, j'ai rencontré le patron de cette boîte, un peu à l'arrache. Il animait une formation sur Lyon, il m'a dit, viens, passe entre midi et 2, on discute, il avait oublié, nickel. Donc j'arrive, on discute un peu, je reste début d'après-midi jusqu'à 4h, jusqu'à la pause, je crois, je reste pour la formation, je regarde un peu comment ils font, machin. Puis, ok, je revois ce mec, il me rappelle pour me dire, on te propose, nous, on te paye la formation de formateur, et
toi tu payes ça, je sais plus quelle somme je devais payer pour ça, je devais payer l'hôtel, et puis je devais payer une petite somme, et ils complétaient eux. Et du coup, comme ça, bah, t'es formatrice après pour nous, quoi. Je rencontre ce mec en janvier, en février, je suis dans les débuts de la formation, et je crois qu'un mois plus tard, ils me balancent sur le terrain direct, parce qu'ils avaient un formateur qui leur avait fait faux bond à Valence. Ça, je me souviens bien que c'était Valence. Je me souviens bien aussi le thème du module, c'était hypnose et dépression. Nickel. Tout va bien. C'était moi qui étais en dépression. Voilà. Il y a rien qui allait. Il y a rien qui allait, en vrai. J'avais pas fini d'être formée comme formatrice. J'étais beaucoup trop jeune. J'avais qu'un an et demi dans les pattes de pratique. Je n'avais évidemment jamais fait de dépression, puisque je travaille en coaching, donc ce n'est pas du tout mon cadre de travail, hypnose et dépression. Tout était pas bon. Et en même temps, le challenge était ouf. Évidemment, je dis oui. Teubé. Enfin, en plus, j'ai du mal à dire non, donc teubé, je dis oui. J'y vais, ça se passe relativement bien parce que les stagiaires sont adorables, j'arrive en disant je suis flippée, c'est ma première formation, je suis flippée. Ça va que j'avais pas mal de contenu derrière, j'avais beaucoup bossé, beaucoup la formation qu'ils proposaient. Je l'avais bien mis à ma sauce et tout le contenu de PNL que j'avais derrière, vu que c'était quand même aussi, c'était un mix hypnose ericksonienne et hypnose générative. Donc j'avais quand même, j'avais des contenus, j'avais un petit peu de cabinet terrain, mais vraiment pas assez pour le coup pour animer ça. Les stagiaires ont été tellement adorables. Moi, je sais pas, j'ai une formatrice qui arrive en disant « Je suis terrorisée, c'est ma première formation, je sais pas comment je réagis. » Maintenant, je réagirais bien, parce que je suis passée par là, mais ils sont sympas quand même. Parce qu'il y a moyen de dire « Putain, foutez de notre gueule, les gars !» Donc ça se passe bien, et en fait, j'enchaîne donc dans cette boîte, je suis salariée en CDI, pendant 2 ans et demi, de 2017 à 2020, je sais plus, ouais, quelque chose comme ça. Donc en fait, j'avais un contrat de 4 à 10 jours par mois de formation, et donc du coup, le reste du temps, j'étais en cabinet. Et on allait dans toute la France. Moi j'avais une préférence sud-est, donc là où j'étais, pour qu'ils essayaient de faire un peu moins de bornes, quoi, donc ils essayaient de nous caler un peu où on était, mais comme des fois ils avaient des manques de formateurs et tout, au final on allait un peu dans toute la France. Je me suis retrouvée à Paris, dans le Nord, en Bretagne, Bordeaux, La Rochelle, enfin j'ai vraiment beaucoup bougé pendant ce temps-là, c'était trop bien. J'ai appris un nombre de trucs incroyables sur tout, la gestion d'un groupe, en fait c'était balancé sur le terrain, démerde-toi, sur l'hypnose aussi, sur comment simplifier les choses, comment simplifier l'hypnose, sur la pédagogie. J'ai appris que j'adorais enseigner, que c'était vraiment un kiff de simplifier les choses pour les gens, de leur dire hey, tranquille, ça va bien se passer, on n'attend pas des trucs de ouf de toi, voilà comment tu peux faire ça de façon plus simple et tout. Donc j'ai kiffé faire ça. J'étais sûrement pas la meilleure formatrice, j'étais sûrement pas la meilleure personne pour ce poste, mais j'étais là. Et ça, c'est un truc qu'on peut m'attaquer assez facilement, parce que actuellement on aime bien attaquer les gens qui sont formateurs rapidement en disant ouais mais eux, s'ils étaient formateurs, c'est parce que leur cabinet marchait pas. C'est possible. Ça peut être aussi une espèce en tout cas moi comme j'ai eu une opportunité de malade, ça m'a bien arrangé aussi, et évidemment, j'ai adoré faire ça. En plus la boîte était cool parce qu'ils nous laissaient vraiment gérer nos formations comme on voulait, et je suis partie justement au moment où ils nous laissaient moins gérer comme on voulait, et les conditions m'allaient plus, donc il fallait que je parte avant que ce soit le bazar. Mais ça a été assez cool, et en plus, banco, pendant le Covid, j'étais formatrice, donc j'étais bien, quoi. Formatrice pendant 2 ans et demi sur le terrain, je continuais les séances. Évidemment, comme tu t'en doutes, quand tu as 4 à 10 jours de formation par mois et que tu fais les allers-retours un peu partout qui des fois te prennent une journée complète, non, tu n'as pas la place d'avoir 80 séances en cabinet, et comme je t'ai dit, moi je voulais pas avoir 80 séances en cabinet, donc c'est pareil, je tournais entre 30 et 40 séances de cab. Franchement, l'époque était chouette. Et puis ça s'est arrêté parce que moi c'est bon. Non, c'était pas 2020, c'était 2019, fin 2019, novembre, je dirais 2019. Ça s'est arrêté parce que les conditions étaient plus les mêmes, la boîte avait plus les mêmes objectifs, et il valait mieux que je parte, parce que je peux être une très mauvaise salariée si ça va pas exactement dans le sens dans lequel je veux. Je suis complètement capricieuse comme nana, c'est affreux. Mais je pense pas être une très bonne salariée quand ça va pas dans mon sens, et quand j'ai un problème avec la hiérarchie, il faut qu'elle soit parfaite. Et personne n'est parfait. Donc je suis partie. Rupture conventionnelle. Après, j'avais eu des demandes des stagiaires, donc là c'est pareil, opportunité, j'avais eu des demandes de stagiaires pour lancer des formations PNL. La boîte voulait pas lancer des formations PNL, parce que c'était pas pris par le FIPL, donc ils se disaient, les gens payeront pas de leur poche. Et donc moi on m'a demandé dans plusieurs endroits d'en faire, donc je les ai faites, donc là pour le coup à mon compte, j'ai fait les formations PNL, j'ai continué en fait pareil, mais
Il y avait que moi qui prenais l'argent, en fait, plutôt que la boîte. Donc j'ai continué pareil, à faire mes propres formations. On m'a demandé une formation sur le non-verbal, les émotions et tout. Je me suis dit, vas-y, chaud. Moi aussi, je fais avec plaisir, quoi. Et à ce moment-là, donc là, on est année 2010, fin 2019. En 2019, donc Covid, je rencontre un mec, qui est devenu mon mec à l'époque, qui me fait découvrir les réseaux sociaux. Je sais pas où j'étais, en vrai, avant. Et il me fait découvrir, alors lui il était hypno, donc il me fait découvrir Laurent Bertin, Jean-Pierre Chaudot, le groupe Hypnose. Je crois que j'étais dans le groupe Hypnose, mais genre en cachet, enfin genre j'y étais jamais, je parlais jamais quoi dedans. Le seul groupe dans lequel j'étais, c'était celui de Synapse. Enfin vraiment, j'étais pas sur les réseaux, mais je pense que je bossais en fait. Donc je découvre ce monde-là, le Covid aidant, je passe du temps dans les réseaux, machin, je me fais accompagner par JP, je commence à écouter les covisions de Laurent, putain, intéressant ce truc de bosser en ligne, putain, il y a vraiment des gens qui arrivent à bosser full en ligne, trop bien. Et donc la formation non-verbale, je la passe en ligne aussi, elle était en présentiel et en ligne, et ça c'est décembre 2019, je la lance. Pour le coup, j'ai jamais vraiment relancé après, mais je lance le groupe Alpha, que j'en vends une trentaine, et donc je lance ça en ligne, et en fait c'est ce qui m'a décidé, j'ai eu une espèce d'électrochoc du Covid, où je me suis dit, putain, mais en fait on peut vraiment bosser en ligne, et faire toutes nos séances en ligne, j'en faisais déjà des séances en ligne des fois avec les sportifs, machin, mais on peut faire que ça. Et en plus, ça permet de voyager. La meuf, elle pense voyage pendant le Covid, comme tout le monde. Hein. Et donc, je me fais accompagner après par... donc, le premier vraiment qui m'a lancé à développer des trucs en ligne, c'est JP, mais voilà, je remets un peu les trucs parce que j'ai vu passer là sur des forums que, en gros, c'était JP qui m'avait lancé et je bossais depuis 2019, donc pas du tout, je bosse depuis 2015 et je me suis lancée avec mes petites ailes, tu vois. Mes parents m'ont lancé, ils m'ont jeté hors du nid. Mais voilà, j'ai un peu d'ego là-dessus, j'avoue. Mais je me suis tellement fait chier à développer ma propre boîte que ça me ferait un peu chier qu'on me dise ça fait que 3 ans que tu bosses ou que 4 ans. Machin. Un peu d'ego, j'avoue, j'ai un peu d'ego. Mais par contre, grosse prise de conscience avec Laurent et JP Chaudot sur putain, attends, mais du coup, moi, mon mode de vie, c'est quoi que je veux? Et moi, mon mode de vie, j'ai jamais voulu d'enfant. Pas un truc qui me fait triper, et par contre voyager, découvrir des trucs, apprendre, ça ouais, ça m'enflamme de ouf quoi. Donc je continue mon petit cabinet, vraiment pareil, il n'y a pas grand chose qui change, avec le Covid j'ai passé en ligne avec les gens qui voulaient continuer en ligne, puis les autres après ils sont revenus en cab après, et en fait du coup je commence à réfléchir, et ça processe, je me fais accompagner par quelqu'un d'autre, Romain Collignon, dans son accompagnement, et là je rencontre que des gens qui sont en ligne et qui développent des boîtes de ouf, tu vois, je me dis putain mais c'est quoi ce bordel? Mais j'étais où moi? Qu'est-ce que j'ai loupé? Avec eux, donc on développe une offre sur les débutants en hypnose, les débutants dans l'accompagnement en général, mais plus en hypnose, puisque comme j'avais quand même pas mal formé, j'ai vu beaucoup de gens pendant ces années-là, puisqu'il y avait beaucoup de formations, pas mal de gens de nanas qui arrivaient pas à oser se lancer, et oui, ça vient de là, qui arrivaient pas même des fois même à faire des exercices en fait. Rien que le fait de faire les exercices devant quelqu'un qu'elles considéraient comme le prof, machin, et elles arrivaient pas, et je trouvais ça trop dommage, parce que ces nanas étaient hyper intelligentes, elles avaient plein de trucs à apporter, et bah comme d'hab en fait, c'est toujours pareil. Ceux qu'on voit, les professionnels qu'on voit et qu'on entend le plus dans beaucoup de professions, c'est les mecs, alors que la profession est largement représentée par les nanas, quoi. Petite cause féministe personnelle, je trouvais que c'était important d'accompagner, j'avais pas osé à l'époque me positionner vraiment sur les femmes, et je le fais toujours pas d'ailleurs, mais en vrai c'était que des nanas que j'ai accompagnées, ou presque, il y a eu un homme qui est arrivé en dernier, et c'était important pour moi de les accompagner à poser des choses, à oser se lancer dans leur cabinet, à simplifier aussi les choses sur la technique, bref, voilà. Donc on crée une offre, et là, deuxième chose sur laquelle tu peux bien me défoncer, c'est que j'ai été donc coach de coach, quelque part, coach d'hypno, mais c'est pareil, c'est coach de coach en fait. Donc coach d'hypno, donc là c'est pareil, hein, tu peux y aller en disant ouais c'est pareil, ta cabinet marche pas, donc t'es coach de coach de coach, système pyramidal, et tout petit quanti, allons-y les gamins. Ok. Donc allons-y, on peut me tailler là-dessus, y a pas de problème. Donc coach d'hypno, et ça c'était trop cool, parce que pareil, j'ai appris un nombre de trucs, mais j'ai jamais autant, enfin si, j'ai autant appris dans les années de formation, mais là j'ai appris des choses sur le marketing, sur la vente, mais pareil, je tombais dans un monde, je m'étais là, mais ok, moi j'ai développé en fait avec mon petit réseau, ça s'est fait, on n'était pas nombreux sur le marché, j'avais pas besoin de plus me poser de questions, quoi, sur la vente, le marketing, et là, nouveau monde qui s'ouvre devant moi, quoi. Waouh, trop intéressant. Donc je commence à oser se lancer. Pareil, je lance au début avec des stagiaires qui me font confiance, qui me connaissent, qui m'ont vu former en vrai, donc qui me font confiance sur la suite pour le virtuel. Et ça se lance, et ça marche. Alors au début, pareil, hein, que tout le monde, hein, je le lance en me disant ça va jamais marcher,
je garde mon câble à côté, je le lâche pas, parce que ce truc, ça va jamais marcher, ce sera toujours trop cher. Je crois que j'ai lancé la première version à 400 €. Et c'était 3 mois d'accompagnement, mais full accompagnement, quoi. Il y avait du en ligne, il y avait enfin, c'était tout en ligne, pardon, mais il y avait du coaching de groupe, un par mois, il y avait du coaching individuel, il y avait, à un moment, il y a eu des hotlines, donc toutes les semaines, j'ouvrais un Zoom pour qu'on vienne poser des questions, il y avait une grosse plateforme de formation. Enfin bon, vraiment, j'essayais d'être le plus dispo possible, je pense que j'ai aidé des gens avec ça, je suis même sûre. Il y en a d'autres que j'ai pas réussi à aider, j'en suis même sûre aussi. Il y en a à qui j'ai plu, il y en a à qui j'ai pas plu. Petit à petit, j'ai réussi à augmenter le tarif parce qu'à 400 balles les 3 mois, clairement, je gagnais pas d'argent. Puis ça a duré 2 ans et demi. Les 2 ans, en fait, en même temps que je lançais l'offre, j'ai lancé le podcast. Et le podcast, à la base, c'était, donc rien à voir avec maintenant, à la base, c'était les échecs de ceux qu'on connaît. C'est-à-dire les gens connus, Kevin Finel, Jordan Véro, Laurent, voilà, tous ces gens qu'on entend beaucoup sur les réseaux, quels ont été leurs échecs, parce que je voulais démystifier l'échec, en fait. Comme d'habitude, tout ce que je fais, souvent, je crois que je le fais pour moi d'abord. Et donc j'osais me lancer moi-même et je voulais démystifier, enfin voilà, qu'on m'explique que l'échec ça va, que c'est normal, que c'est une étape, que tout le monde était passé par là, etc. Donc le but premier du podcast c'était ça, et ça c'est complètement, en fait ça évolue en même temps que moi, c'est-à-dire que moi mon but premier c'était d'accompagner les accompagnantes là-dedans, d'accompagner les accompagnantes. Je me fais moi-même rire. Et au fur et à mesure, eh bien, là maintenant, c'est plus d'ouvrir sur l'esprit critique, sur l'éthique du métier, sur le cadre, les postures, enfin, faire découvrir des nouveaux accompagnants aussi, de nouvelles façons d'accompagner, ouvrir à plus large que l'hypnose. Voilà, là c'est le truc qui me fait triper, moi, depuis, je pense qu'on l'a un peu entendu dans le changement dans le podcast, j'interroge moins les gens sur leurs échecs. Quand on écoute les premiers, c'était vraiment la ligne directrice, c'était l'échec, quoi, la relation à l'échec. Ça fait 2 ans et demi et ça a duré, osez se lancer, jusqu'à octobre dernier, là. Donc on est le 13 décembre 2023. Donc jusqu'à octobre dernier, ça a duré. Ça a grossi, il y a eu de plus en plus de monde, il y a eu aussi de plus en plus de coachs dedans, c'est-à-dire que j'ai travaillé avec des coachs qui bossaient pour moi, donc 2 coachs, une assistante qui était top, et donc je repayais ces coachs, enfin en gros ça prenait une tournure vraiment comme on peut voir sur vraiment les coachs de coach, tu vois, qui ont un programme, qui ont machin, et ça prenait une tournure comme ça. Donc moi je continuais à l'individuel, j'avais baissé le cabinet parce que je pouvais plus tout gérer, je pouvais plus gérer et la com et le marketing et le CAB et les formations et les machins. Ouais, je devais garder, parce que j'avais quand même mis encore les coachings individuels dans le se lancer, donc je devais tourner à 20 séances par mois, 20-30 séances d'individuel. Et en fait, ça a jamais été assez cher pour que je gagne correctement ma vie. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai passé la TVA. Enfin, que je gagne correctement. Je la gagne très bien, ma vie. Bien assez pour ce que j'aime, et pas assez pour mes envies, en fait. C'est ça mon problème. Et en fait, non, à un moment, oui, même ça a été compliqué parce que, comme je payais 2 coachs, en fait, j'ai voulu faire trop bien le truc. J'avais tellement peur, c'est pas altruiste, c'est que j'avais tellement peur derrière qu'on me critique, qu'on me dise ton truc est pas bien, tu nous arnaques, que j'ai voulu cadrer le truc, mais comme une malade, quoi. J'ai voulu qu'ils aient toute la disponibilité possible, toutes les ressources, si t'avais un problème, vas-y, appelle-moi, y a pas de souci, il est minuit, je m'en fous, vas-y, vraiment, c'était, tu t'y arrives pas, tu galères, mais on peut te mettre un truc à la place, on peut adapter, tu peux avoir plus d'individuels, mais tu payeras pas plus cher, vraiment, ma peur d'être critiquée était tellement forte que j'ai essayé de faire un truc vraiment trop bien, et en fait, qui est du coup à payer des coachs comme ça, et une assistante et machin, et les plateformes de formation, et les plateformes de mailing, et beaucoup de choses derrière, la plateforme du podcast. À un moment, en fait, je gagnais plus ma vie du tout avec. J'étais même dans le rouge, et dans l'année dernière, en fait, en octobre de l'année dernière, j'ai passé un gros palier, j'ai passé les 10 000 € par mois, et je suis redescendue tout de suite après. J'ai pas du tout géré l'argent, j'ai pas géré cette espèce de mini réussite, tu vois, où tu dis putain, j'ai passé un stade, bam, vas-y, reviens à ton stade de départ, bien sage. Et en février d'après, j'avais 400 € par mois, quoi. C'était une catastrophe, puisque la TVA est arrivée, 20% de plus à payer en plus de tout le reste. Donc très mauvaise gestion, et en même temps on avait acheté un appart et on faisait des travaux pendant 6 mois, on a fait des travaux dans le sud. Donc on avait une semaine dans le sud à faire des travaux et une semaine à Saint-Étienne à bosser. Ça a été 6 mois qui ont été compliqués. En juin, j'ai pété vraiment un boulard, et on le voit sur les épisodes de podcast, c'est là où j'ai complètement arrêté de poster en fait. Juin, juillet, ça a été difficile. On a fini les travaux, donc on s'est déjà sorti de ça, et j'ai pris la décision que j'arrêtais de se lancer, que ça me correspondait plus et que j'avais plus assez de temps pour faire de la séance individuelle comme j'aimais le faire. Et que je passais trop de temps à faire du marketing, etc. Voilà, la décision posée, ça allait déjà mieux. En octobre, ça s'est terminé.
Et comme on avait toujours eu les petites formations en ligne, et ben on a continué les formations en ligne et on a juste augmenté le nombre de formations, augmenté le nombre de lancements qu'on fait parce qu'on a décidé de les vendre pas cher, que ce soit un peu accessible, enfin voilà, que ce soit pas le truc où tu dois encore passer 3000 balles. Donc presque tous les mois, il y a des 50% sur telle formation. Là, en décembre, il y a très très gros lancement de... Je pense qu'on fera entre 50 et 60% sur toutes les formations juste après Noël. Mais voilà, ça c'est notre côté formation. Et puis de l'autre côté, on garde de l'individuel. Alors, je suis toujours pas à 60 séances, moi. Et je ne le serai pas. Donc ça c'est le dernier truc, je pense, sur lequel on peut vraiment me critiquer. Ça va être, je fais des formations en ligne plutôt que de faire de l'individuel, machin. Et oui, mais moi, ce qui me fait triper, en fait, c'est le côté soloprenariat. Apprendre plein de trucs, développer une boîte, etc. Passer d'un truc à l'autre, apprendre la pédagogie. Je trouve ça absolument éclatant. C'est génial tout ce qu'on peut apprendre et de se rendre compte à quel point les limites n'ont pas de limites, en fait. Tu rentres mais comme dans l'hypnose, tu rentres dans l'hypnose et tu dis putain, moi je connais ça, mais c'est tout petit, je suis nulle par rapport aux autres. Donc je suis clairement pas du tout la meilleure technicienne hypnose. Il y a des gens, je pense à Yann Verviers, mais tellement meilleur que moi là-dedans en termes de technique. Je suis pas non plus la meilleure psychothérapeute ou psychopratique, psychothérapeute on n'a pas le droit, mais psychopratique ou coach, etc. Moi je suis bonne dans faire bouger les gens, trouver un peu les patterns, les faire bouger, faire du lien avec eux, les booster et tout. Je suis très bonne dans le faire passer l'info, dans la pédagogie, me remettre en question, simplifier les choses. Je pense que je suis très bonne là-dedans et j'adore ça. Mais je suis pas comme ces gens, par exemple, Pank, qui est un passionné de l'humain et qui, je comprends pas qu'il soit pas aussi connu que les autres, en fait, qui a tellement plus de contenu que les 3/4 des gens qu'on entend, mais c'est incroyable. Faut vraiment aller voir sa chaîne, bon bref. C'est d'ailleurs aussi pour ça que j'interviens pas sur tous les sujets du monde dans les forums. On en voit qui, dès qu'il y a une question, ils y répondent, ils ont une idée, un machin, un truc. Moi, il y a plein de choses où je suis complètement incompétente là-dedans. Et voilà le topo de ma vie business. Business, c'est un peu gros comme mot parce qu'on n'est pas sur des gros business, mais en tout cas de ma vie business depuis, de professionnelle depuis 13 ans, que j'ai commencé la PNL et à m'intéresser à tout ça, et depuis 8 ans que je suis vraiment installée à mon compte. Peut-être que t'as coupé ce podcast depuis longtemps parce que vraiment tu t'en cognes royalement de ma vie, mais moi ça m'a fait du bien de le poser quelque part. Et de me rendre compte que ça bouge en fait, et que quoi qu'il arrive, en fait, moi je peux vraiment, on peut tout me mettre dans le pied. Tu t'es lancé trop jeune, t'avais pas de recul sur toi, sur la vie, sur les choses, t'as été formatrice trop rapidement en présentiel, t'es coach de coach, t'es formatrice en ligne, y a rien qui va. En gros, si tu regardes, vraiment, si tu me connais depuis le confinement en fait, que moi je connais Laurent, etc., tu peux clairement te dire, cette meuf elle a été lancée par JP Chaudot et Laurent, et elle a pas de passif, tu vois, derrière, et si, pour le coup, il y en a un. Donc méfiez-vous de ce qu'on montre en fait sur internet. On vous montre qu'une partie de nous. C'est difficile de tout montrer parce que c'est critiquable, parce que nous-mêmes des fois on n'assume pas. Parlant de nous plutôt que de parler en je, t'auras remarqué. Méfiez-vous de ce que vous voyez. C'est pareil, des fois on voit des gens qui ouvrent beaucoup leur bouche et qui n'ont pas de cabinet. Moi jamais je pourrais dire j'ai eu le cabinet que par exemple que François a et a eu. Lui ça fait 10 ans qu'il est vraiment full hypnose et qu'il a fait largement 5-6 ans à 80 séances par mois quoi. Que là maintenant il baisse de plus en plus pour partir sur du spectacle et sur autre chose parce qu'on bouge tous je pense dans nos vies pro. Mais je pourrais jamais dire ça et m'enorgueillir de ça en disant voilà j'ai 50 ans d'expérience là-dedans, moi j'ai 33 ans, j'en ai pas 50 ans d'expérience, j'ai même pas 50 ans tout court, donc je suis encore très jeune, je suis pas mauvaise dans ce que je fais mais je suis loin d'être exceptionnelle, j'aide du monde comme je peux, quoi qu'il arrive tu te feras critiquer, il y aura un truc qui va pas, qui va déplaire à quelqu'un, qui dira mais non il aurait fallu qu'elle fasse ça, qu'il fasse ci, si on écoute ça on fait plus rien et ça pique de ouf. Là, j'ai encore vu un truc passer il y a pas longtemps là sur moi. Quand je vois ça, j'ai envie de chialer. En fait, j'ai envie de faire un podcast pour dire aimez-moi. Mais c'est le lot en fait, c'est le lot des réseaux sociaux déjà. C'est un choix aussi de ma part pour pouvoir voyager que de maintenant développer uniquement par les réseaux sociaux et par le podcast. Donc ça, c'est des choix de vie et de développement d'entreprise. Ces choix, on les avait moins quand même il y a 13 ans ou il y a 10 ans parce que c'était moins développé. En tout cas, dans ma tête, c'était vraiment... sur Facebook, moi, je parlais avec des potes, quoi. Je n'avais même pas l'idée de l'utiliser comme du business. Donc, les choses évoluent, les contextes évoluent. Vous évoluez, j'évolue, on évolue tous, j'espère. Donc voilà, moi, quand je regarde les articles, là, je regardais les premiers articles sur mon site internet, alors pas celui de formation, mais sur mon site internet de coach.
Déjà, quand je le regarde, mon site internet, je me dis, putain, faut revoir ça fait 10 ans, il faut revoir le design, la meuf. Et je regarde les premiers articles que j'avais mis un peu de temps à faire, qui datent de 2017, où je parle du dev perso, qu'est-ce que c'est le dev perso, mais j'ai envie de pleurer. Dedans, il y a tout ce qu'il faut pas, enfin, tout ce que maintenant je ne pense plus, devenir la meilleure version de vous-même, machin. Je suis à l'opposé de ce que je pense maintenant, heureusement, quelque part, parce que si j'étais restée 2017, j'avais 27 ans. Si j'étais restée exactement la même à 27 ans qu'à 33, c'est dommage quand même. Donc voilà. Des fois, je suis pas d'accord avec moi-même, j'imagine que vous non plus. Si vous m'avez écouté jusqu'à là, ben merci. Merci pour m'avoir aidé à ma thérapie, je me rends compte que ça fait 55 minutes que je parle. Désolée. Et puis c'est tout. Passez une excellente journée et prenez soin de vous.